Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons un invité qui vient de la Polynésie. Son premier contact avec la Chine a eu lieu à 13 ans avec la lecture des entretiens de Confucius, un recueil de propos de Confucius. Et pour retrouver ses racines, il a même réalisé l'exploit de rejoindre les côtes chinoises après 107 jours de mer sur une pirogue à voile à l'ancienne. Aujourd'hui, il va partager avec nous ses expériences passionnantes et ses réflexions sur la Chine. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis la Polynésie, Monsieur Iria Otino, conseiller du président de la Polynésie française, président du Conseil des affaires du Pacifique et président de l'Association d'amitié Pacifique-Chine. Bonjour Monsieur Otino. Bonjour, merci de me recevoir. En fait, parlons-nous d'abord de votre premier contact avec la Chine et votre exploit presque inimaginable de rejoindre les côtes chinoises après plus de 100 jours passés sur la mer, surtout c'est sur une pirogue à voile à l'ancienne. Oui, donc c'était en fait une aventure, ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Donc l'histoire dit que les ancêtres des Polynésiens viennent de Chine, donc d'une région qui se trouve aujourd'hui dans la baie à peu près de Hangzhou. Donc c'est entre Shanghai et Futian à peu près. Donc on parle de ça il y a à peu près 7000 ans. Donc les études pluridisciplinaires, d'archéologie, d'ethnobotanique, linguistique, disent qu'on provient de là. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la théorie out of China. Donc, ces populations-là seraient parties de Chine il y a à peu près 6000 ans, à peu près, et seraient d'abord passées sur l'île de Taïwan, ensuite ils seraient descendus vers les Philippines, ensuite l'Indonésie, et là, il y aurait eu deux mouvements de migration différentes, une vers l'ouest qui va jusqu'à Madagascar, et une plutôt vers l'est, donc on passe par toutes les îles du Pacifique pour arriver vers Tahiti. Là, on est à peu près à 300 ans après Jésus-Christ. Et ensuite, de Tahiti, il y a une migration qui va vers le nord, Hawaï, vers le sud, la Nouvelle-Zélande, et une qui continue vers l'est, donc l'île de Pâques et l'Amérique du Sud. Et la grosse problématique, c'était de dire comment ces gens ont pu faire ça à cette époque-là. Hmm. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, donc expérience archéologique expérimentale. Donc, on a reconstitué une pirogue telle qu'elle était de l'époque, et avec 6 camarades, voilà, nous avons fait le chemin inverse de la migration. Hmm. Donc c'est vraiment un exploit. Vous avez beaucoup de souvenirs marquants, je pense, durant durant cet Oui, c'était exploit. vraiment des souvenirs extrêmement marquants. Donc, les ambassades de Chine, hein, dans les différents pays où nous nous sommes arrêtés, donc nous ont toujours très très bien reçus. Et bien sûr, l'accueil en Chine a été complètement mémorable. Voilà. Donc, Hmm. c'est toujours des souvenirs qui sont extrêmement forts, ancrés en nous pour Hmm. toujours, je pense. Donc, l'idée, c'était de dire que il était possible de naviguer. Voilà. Donc, c'est pas une expérience, une aventure pour l'aventure. Oui, ça va que c'est pour c'est une aventure pour plutôt retrouver ses racines, hein. Et finalement, vous avez beaucoup travaillé aussi pour promouvoir l'amitié entre la Chine et la Polynésie. Donc, pour le moment, quelles sont vos observations sur la relation entre les deux parties? Ben, la relation, enfin, je pars sur le principe que cette relation est très ancienne, puisque Mm. nos ancêtres viennent de Chine. Donc, et quand je parle de nos ancêtres, c'est les ancêtres dans le bassin pacifique en son entier. Donc, du coup, je crois qu'il ne faut jamais oublier ce point qui est primordial dans la suite de nos relations. Donc, il faut repartir à ça. Donc, nous sommes des cousins extrêmement éloignés aujourd'hui, mais des cousins quand même. Donc, à partir de là, je crois, c'est beaucoup plus facile de bâtir des ponts entre nous. C'est pour ça que lorsqu'aujourd'hui on entend parler de l'axe Indo-Pacifique, vous voyez, c'est un non-sens à la fois historique, culturel, linguistique, ethnobotanique. Donc, il est important, je crois, de rester dans ce concept d'Asie-Pacifique.
Hmm. Alors, vous avez l'occasion de venir en Chine non seulement par cette aventure pour rejoindre les côtes chinoises, mais aussi vous avez l'occasion de voyager beaucoup en Chine en tant que président de l'association d'amitié entre les deux pays. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous marquent particulièrement pendant tous ces voyages? Oui, donc je suis arrivé en Chine hein, quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai fait un premier voyage qui a duré un mois. Donc c'était un voyage d'exploration, je dirais. On est en 1986, donc j'avais fait Hong Kong, Pékin, Shanghai et Xi'an. Donc ça, c'était ma première vision de la Chine. Et depuis, voilà, les expériences, elles sont de différents domaines. Hein. Il y a les expériences humaines, les expériences archéologiques, historiques, etc. Je me rappelle lorsque j'ai vu les soldats de Pilmayong, là, c'est une, euh, c'est une sensation extrême. Lorsqu'on voit la Grande Muraille pour la première fois, c'est une expérience bien, qui reste gravée en soi. Il y a les relations humaines qui sont formidables. Donc, je crois qu'on aura le temps d'en parler un peu tout à l'heure, mais nous travaillons beaucoup avec l'APCAE, donc l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes et puis ces discussions que nous avons eues hein, au travers de ces dernières années, bien sûr, elles marquent. Et bien sûr, en tant qu'étudiant en Chine, hein, je me rappelle voilà, de mes repas avec mes copains. On mangeait des tiaozi à Pékin, on mangeait des bobos avec des amis. Donc, ce sont des expériences humaines formidables. Hmm, hmm. Vous avez aussi étudié la médecine traditionnelle chinoise, n'est-ce pas? Ça vous a aidé à approfondir votre connaissance de la Chine? Tout à fait, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, quand j'avais 13 ans, mon père m'a offert un livre. Hmm. Et un magnifique livre en cuir avec du papier de riz, là, de précieux. Je me rappelle, j'ai ouvert le livre et puis sur la première double page, il était écrit le bambou fleurit une fois tous les 100 ans. Après, je tourne la page, il est écrit le prunier fleurit tous les ans. Et je tourne la page et le pain reste toujours vert. Donc, ces trois phrases, pour moi, ont été mon introduction à la Chine et à la pensée chinoise. Bien sûr, j'étais trop jeune pour comprendre beaucoup de choses, mais j'avais réalisé que ce livre-là ouvrait l'accès, la voie à un monde qui était complètement différent du mien. Et ça m'a fasciné. La médecine chinoise, elle est venue hein, de cet intérêt, de cette fascination première que j'avais quand j'étais très jeune. Hmm. On va en reparler un peu plus sur la pensée chinoise un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de vos réflexions sur la Chine parce que cette année marque le centième anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Alors, hors de la Chine, il y a quand même beaucoup d'incompréhension ou des explications simplistes sur le Parti communiste chinois. Donc, vous avez beaucoup voyagé en Chine, vous avez étudié en Chine. Donc, quelle est votre lecture du Parti communiste chinois en tant que parti politique? Oui, c'est une question extrêmement vaste, hein, je veux dire, Mm. et pourtant primordiale. C'est vrai que donc je suis de Tahiti, mais avec une culture européenne. Donc le Parti communiste, le nom fait déjà peut-être un peu moins peur que pour des Américains, par exemple, Mm. hein, qui les considèrent vraiment comme la pire des choses. Mm. Mais malgré tout, lorsqu'on parle de parti communiste en tant que théorie politique dominante, il est toujours sous-entendu que le Parti communiste, lorsqu'il est au pouvoir, serait à la fois, c'est difficile à dire, rigide opérationnellement, il serait politiquement fermé, il serait moralement illégitime. Voilà, c'est comme ça que l'on embraye la discussion en Occident. Et c'est vrai que lorsqu'on part de si loin, de réaliser que l'inverse est vrai en réalité.
ça prend un effort intellectuel vraiment, vraiment conséquent. Parce que pour moi, donc après avoir passé plus de 20 ans en Chine, hein, je dirais que ce qui caractérise vraiment le Parti communiste, c'est d'abord c'est son adaptabilité, d'accord, par rapport aux situations. C'est le système de méritocratie, hein, qui, 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 qui est un peu sa colonne vertébrale. Et puis finalement, sa légitimité, qui est extrêmement très forte. Donc pour reprendre ces termes, lorsqu'on dit que le Parti communiste est un système rigide, hein, c'est ce que les Occidentaux disent, mais pourtant, le Parti communiste, à la tête du plus grand pays au monde, a expérimenté toute une série, en fait, de politiques majeures. Aucun autre pays a réellement fait ça. Ensuite, lorsqu'on parle de politiquement fermé, on voit que toujours, c'est presque l'inverse qui est vrai. Lorsqu'on parle avec les cadres chinois, les cadres politiques chinois, les membres de l'administration chinoise, on réalise le monde extérieur. Ils ont accès à des ouvrages extérieurs, à la pensée extérieure. Donc il y a une ouverture d'esprit majeure. Et ce que j'ai dit, l'inverse est plutôt faux. Je pense que l'Occident connaît très très mal la Chine. Connaît très mal la Chine parce qu'elle est loin. Également, il y a très peu d'ouvrages qui ne sont pas anti-chinois qui sont publiés. Les ouvrages qui sont publiés sont toujours anti-chinois. Donc il y a ça. Et finalement, par rapport à la légitimité, lorsqu'on regarde toutes les enquêtes d'opinion complètement indépendantes, la Chine est toujours en tête de toutes ces enquêtes. Lorsqu'on demande avez-vous confiance dans votre gouvernement, ou bien est-ce que vous allez être meilleur dans 5 ans que vous êtes aujourd'hui, la Chine, elle est à plus de 90% de réponses positives. Pour donner une échelle, en France, on est à 35%, les États-Unis, je crois, sont à 39%. Hein, alors que la moyenne est à 49. Donc, vous voyez, donc, adaptabilité, méritocratie, puis un système ouvert et complètement légitime par rapport au peuple. C'est la réalité. Mais c'est vrai que c'est un tel exercice intellectuel entre ce qu'on nous a dit et la réalité qui est tellement loin que ça nécessite vraiment, disons, des efforts personnels de vouloir comprendre la Chine. C'est vrai qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps en Chine pour comprendre, n'est-ce pas? Sinon, c'est un peu difficile si on a beaucoup de distance. Tout à fait, c'est ça. Et puis je crois que ce que disais un peu tout à l'heure, c'est que je pense que la Chine connaît bien mieux l'Occident que l'Occident ne connaisse la Chine. Parce que lorsque vous regardez l'Occident, vous le regardez d'une manière, je dirais, qui est neutre, juste et sensée. Alors que nous sommes en permanence dans une propagande anti-chinoise, en permanence, en permanence. Lorsqu'on regarde les informations, on parle de la Chine, il y a toujours les petites phrases, l'utilisation de mots, hein, qui mettent une connotation négative. Donc c'est très difficile, je pense, pour un citoyen qui est écrasé par tous ces autres problèmes, de réaliser ce qu'est vraiment la Chine et ce qu'elle représente pour le monde. Hélas. Alors, oui. Hélas. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire, comme vous avez toujours fait un effort pour mieux faire comprendre la Chine aussi aux Polynésiens. Alors, comment comprenez-vous le rôle du Parti communiste chinois au cours de son histoire? Alors, aujourd'hui, on célèbre vraiment le 100 ans, donc il y a vraiment une évolution très longue. Tout à fait, mais il y a tellement de choses à dire, quoi. Il y a tant de choses qui ont été accomplies. Je crois à tous les niveaux. Donc, les réalisations du Parti communiste chinois et du peuple chinois, hein, dans sa globalité, hein, ne peut être considéré que comme astonishing, comme on dit en anglais, par tous. Voilà. Mais il faut toujours se rappeler que en 1949, la Chine était un pays agricole extrêmement pauvre, complètement démembré par des agressions étrangères, avec une espérance de vie, je crois, de 41 ans. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc c'est une puissance industrielle et puis il y a cette, cette énergie en fait dans le peuple chinois, hein, donc les habitants réalisent cette prospérité croissante. Après, vous dites commerce,
la Chine est le plus grand pays au monde dans le domaine du commerce à l'export. Vous parlez entreprise, hein, Global 500, Fortune 500, 111 entreprises, je crois, sont chinoises, vous voyez. Vous parlez de capital, c'est le plus grand système financier. Vous parlez du peuple chinois, ben, le plus grand nombre d'étudiants à l'étranger, ce sont les Chinois. Le plus grand nombre de touristes à l'étranger, ce sont encore des Chinois. Vous parlez de technologie, la Chine est tout à fait en haut là, dans la recherche et dans le développement. Vous parlez de data, 800 millions d'utilisateurs. Vous parlez d'énergie renouvelable, près de la moitié des investissements dans le monde en énergie renouvelable, c'est la Chine. Donc, et ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça. Ce qui est incroyable, et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que toutes les démocraties dans le monde, anciennes ou récentes, n'ont pas réalisé une fraction de ce que le Parti communiste, parti unique, a réussi à faire. Ça, c'est un fait indiscutable. Donc c'est vrai que vous avez parlé de l'efficacité dans une autre émission. Est-ce que je peux comprendre à partir de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que peu importe le système politique, c'est l'efficacité, le résultat final qui compte? Oui, enfin, on est d'accord, mais le résultat final avec l'approbation du peuple, hein, bien entendu. Et puis en Chine, vous avez ça. Vous avez ça. Il y a cette espèce d'élan naturel, il y a un amour de son pays qui est vraiment très très fort. Et je crois que c'est cette union en fait hein, de cette volonté, de cette vision politique au niveau du gouvernement, et puis également la volonté du peuple de suivre son gouvernement parce qu'ils ont confiance en lui. Donc c'est ce mariage des deux qui fonctionne extrêmement bien, avec une efficacité extrêmement forte. Tout à fait, tout à fait. Alors, quel est votre point de vue sur la gouvernance aujourd'hui en Chine et aussi la vision de la Chine sur la gouvernance mondiale? Par exemple, ce concept de communauté de destin commun de l'humanité, c'est aussi un concept qui a été interprété de 1000 façons en dehors de la Chine. Donc, quelle est votre lecture là-dessus? Oui, je reviendrai d'abord à la gouvernance de la Chine, hein, donc, qui est une compilation de discours, de textes, d'interviews, de conférences hein, majeures hein, du président chinois Xi Jinping. Hein. Donc c'est un recueil de 79 textes, je crois, hein, qui a été recueilli dans une période assez courte. Hein. C'est ça, dans une période assez courte. Hein, donc on parle du fin 2012 à mi-2013. Hein. Et je crois que cet ouvrage réunit en 18 thèmes, hein, les thèmes majeurs de la pensée actuelle de la Chine. Donc de mémoire, on parle de droit, bien sûr, de culture, d'affaires sociales, de l'écologie. Il y avait beaucoup de choses sur la diplomatie, bien sûr, les liens entre les grands pays, les liens entre les peuples, entre le gouvernement et son peuple. Et bien sûr, aujourd'hui, on est obligé de parler de la défense nationale, hein, vu dans le monde dans lequel on est. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage n'est pas un ouvrage, je dirais, politique. Hein, c'est plutôt une source sur la pensée et l'ambition de la Chine, qui est incarnée aujourd'hui, bien sûr, par son président Xi Jinping. Et je pense que la lecture de cet ouvrage permettrait une réflexion générale hein, sur le système politique général en Chine et puis la route hein, vers laquelle la Chine souhaite aller. Et vous parlez tout à l'heure également de communauté de destin. Et je pense que c'est un thème majeur également. Il est vraiment important que la Chine tienne ce discours hein, d'une manière répétée et continue. Parce qu'auparavant, l'Occident avait une sorte de mainmise hein, sur ces petites phrases, en fait. Et du coup, il n'y avait pas d'autre alternative à cela. Et du coup, lorsque la Chine est venue avec ce principe hein, de communauté de destin, ça a été extrêmement fort. Je crois que pour la première fois, ça a été utilisé en 2015, hein, lors du discours de Xi Jinping pour les 70 ans des Nations Unies. Hein. Donc là, c'était la première fois dont on en a parlé. Après, très rapidement,
le Parti communiste chinois l'a intégré, hein, dans son statut. Ensuite, les Nations unies ont intégré cette phrase, hein, dans son texte sur les droits de l'homme. Ensuite, je crois qu'il est rentré dans votre constitution chinoise. Voilà. Mais pour moi, c'est très important parce que le discours occidental est de dire la Chine va venir, va tous, nous manger, nous Mm. détruire et nous remplacer par une civilisation chinoise. Alors que la Chine, donc lorsqu'on lit bien sûr le gouvernance, hein, de la politique, lorsque on comprend vraiment cette idée de communauté de destin, euh, elle montre, elle déclare au monde qu'elle n'est pas une puissance hégémonique. Et je crois donc que c'est très important que la Chine, et puis ceux qui connaissent la Chine, répètent, hein, cette pensée. Hmm. Alors, c'est vrai que il y a une initiative Sanctuary Route qui est censée d'incarner vraiment cette notion en action concrète. En fait, vous avez participé récemment à un forum là-dessus, sur cette initiative et surtout sur la reprise économique, surtout après la pandémie. Donc, quels sont vos constats là-dessus? Quels sont les plans pour la Polynésie de reprendre son économie et quel rôle va cette initiative Sanctuary Route jouer dans la reprise économique en Polynésie? Oui, il faut comprendre, je crois, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que les îles du Pacifique. Donc, les îles du Pacifique, ce sont des pays, des nations qui sont dispersées géographiquement sur des milliers d'îles. Sur des milliers d'îles. Donc, vous avez des toutes petites populations. Ça va de 10 à 100 personnes. Lorsqu'on a 10 000 personnes, c'est vraiment une très grande ville. Donc, vous imaginez toutes ces populations complètement dispersées, donc dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, où il faut avoir un aéroport, il faut avoir un port. C'est-à-dire que pour ces toutes petites populations, il faut mettre à disposition donc des infrastructures, des écoles, des postes de secours, etc. Et du coup, ça coûte extrêmement cher. Et lorsque le Covid, la pandémie du Covid-19 nous est tombée dessus, ça a été une catastrophe pour les pays du Pacifique parce que nous avons confiné. Donc en confinant, ça veut dire que chaque île, en fait, elle n'est pas du tout autonome individuellement. Donc ça crée une difficulté énorme d'approvisionnement au sein de nos propres pays et puis également au sein des différentes régions. Donc je crois que l'initiative de la route de la soie pourra être dans le futur un sort de matelas de sécurité pour nous parce qu'elle va promouvoir en fait des infrastructures locales, des infrastructures régionales qui vont permettre, je crois, pour nous de mieux subvenir à ces chocs qui sont très forts et qui sont complètement inattendus. Hmm. Quels sont les projets à venir pour promouvoir encore l'amitié entre la Chine et la Polynésie? Oui, donc nous avons plusieurs projets en route, hein. Donc je crois le projet très important aujourd'hui qui est vraiment en haut de la pile, c'est de créer une ligne aérienne entre la Chine et l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien possible entre la Chine et l'Amérique du Sud. Donc il faut toujours passer par l'Europe ou par Dubaï. Donc en passant par Tahiti, ça serait le vol pratiquement le plus direct possible et les gens gagneraient plusieurs heures de vol. Donc je crois que ça, c'est un premier point et on rentre vraiment dans l'esprit de la route de la soie, où chaque pays, chaque région œuvre à sa façon pour le bien général et commun. Voilà, donc je crois que ça, c'est vraiment la priorité des priorités lorsque les vols vont reprendre. Et nous sommes également très, très heureux et très fiers d'accueillir un très beau projet aquacole, voilà, en Polynésie française. Donc vous savez que la Chine, hein, est le leader mondial incontesté dans l'aquaculture et le Pacifique n'a pas ce savoir-faire et n'a pas cette connaissance, alors que nous vivons dans des lieux qui sont extrêmement propices à l'aquaculture. D'abord parce que nous avons des atolls et des lagons qui sont des espaces naturels et surtout nous n'avons pratiquement pas de cyclones. Voilà, Hmm. nous avons un cyclone tous les 50 ans. Donc ça donne vraiment une très grande sécurité pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur un projet avec des amis de Shanghai
donc à l'élaboration de cette très grande ferme aquacole. Et les travaux d'ailleurs vont commencer avant le 11 juillet, voilà, donc le mois prochain. Donc, Mmh. nous sommes très très contents de cette première. Mmh. Alors on va terminer avec, on va revenir un peu sur la pensée, chinoise, comme vous avez évoqué au début. En fait, vous êtes, co-auteur d'un livre, s'intitulé «Livre de la simplicité», qui présente le I Ching, un classique chinois, non plus, sous son aspect confucéen relativement connu, mais sous son aspect taoïste, un aspect aussi valorisé en Chine et dans le monde chinois qu'il reste ignoré en Occident. C'est un peu, ce que vous avez dit, dans la présentation de ce livre. Alors, pouvez-vous, nous expliquer un peu, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vraiment l'occasion de lire ce livre, quel est, cet aspect, qui est, jusqu'ici ignoré par l'Occident et qui mérite, une attention, particulière? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit au départ, j'ai fait des études de médecine chinoise, hein. Donc, j'ai fait d'abord un an à Canton, ensuite j'ai fait mon banque dans le Yunnan, à Kunming Zhongyi Xueyuan. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des êtres extraordinaires. Le professeur, enfin pour moi, voilà, ce sont des souvenirs et je garde toujours contact avec eux, vous voyez, 20-25 ans après. Et dans ce groupe de professeurs, il y avait un monsieur, Yang Zuhui, qui était vraiment, qui avait une très forte connaissance, hein, disons, de cette pensée, disons, classique. Et donc ensemble, c'est vrai, donc j'ai essayé de traduire sa pensée. Donc nous avons fait une série de livres sur la pensée chinoise, voilà, adaptée à la médecine chinoise. Ce qui m'intéresse beaucoup avec cette pensée, c'est son côté, disons, extrêmement riche dans sa théorie et dans sa pratique. Vous voyez? En philosophie occidentale, on est loin, loin, loin dans les nuages, vous voyez? Et puis on ne redescend jamais sur terre. Alors que dans la pensée chinoise, il y a toujours ce lien extrêmement solide entre la pensée et les aspects pratiques. Et Mmh. les aspects pratiques ensuite peuvent être développés dans différents domaines, hein, peut-être dans la médecine, dans la politique, dans l'agriculture. Et le I Ching, je crois, est est une façon de penser, un exercice mental qui est extrêmement intéressant, qui est à la fois mathématique et à la fois philosophique et à la fois pratique. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné. Merci Mmh. en tout cas d'avoir noté cet ouvrage. On va recommander à plus de gens de lire, des livres comme ça pour mieux comprendre la Chine. Je vous remercie, monsieur Otino, merci d'être avec nous. Merci pour vos expériences, passionnantes. Merci d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.